c'est vraiment un très, très, très bel exemple. Il y en a d'autres, hein, mais c'est un très bel exemple, d'une décision, d'une directive, assez hallucinante et c'est assez amusant d'ailleurs, avant de vous répondre, de voir à quel point, le contribuable, les entreprises sont assez dociles, essaient de comprendre, ce qui est préconisé, ils l'appliquent et cette capacité à appliquer. Sauf que là, à un moment donné, il faut sortir du bois et siffler la fin de la récréation, si j'ai envie de dire, parce que, quand trop, c'est trop, il faut vraiment réagir. Et là, cette dernière mesure dont je vous parle est plus embêtante parce elle est vraiment, elle est vraiment très lourde. Elle vient, en fait, de dérives de nos amis chirurgiens-dentistes qui ont exagéré sur le plan, de l'optimisation, qui me laisse d'ailleurs un peu rêveur et ils ont essayé d'optimiser, leurs revenus, en mixant leur rémunération et les dividendes dans des structures de SEL et donc l'administration, pas l'administration plutôt, la jurisprudence a considéré qu'il y avait abus et a sorti pour un cas particulier, dans un contexte particulier, à un moment particulier, a considéré qu'il fallait redresser un chirurgien dentiste et un seul quelque part en France. L'administration s'est saisie un peu de cette jurisprudence dont je veux vous faire grâce et a considéré qu'il fallait mettre bon ordre et de préciser les choses. Mais en précisant les choses, elle dit très clairement qu'à partir de maintenant, les gens qui exercent en SEL, les pharmaciens qui exercent en SEL, mais il n'y a pas que les pharmaciens, hein, mais les gens qui exercent en SEL, bah, comme c'est des professions libérales, on considère, pour faire court, mais c'est un peu plus technique que ça, on considère que la rémunération qu'ils s'allouent, c'est plus des revenus de rémunération, comme les salariés, comme les gérants de SRL, comme les gérants de CELAR à l'avant, mais leur rémunération, c'est plus des rémunérations, mais des bénéfices non commerciaux, des BNC. C'est une catégorie à part. Alors les BNC, c'est quoi? C'est quand vous faites vos déclarations d'impôts, vous faites l'addition de plusieurs revenus, traitement et salaire, plus-value, dividendes, rémunération et il y a un compte fourre-tout qui s'appelle BNC où les médecins, indépendants, déclarent leurs revenus. Ce faisant, en faisant une déclaration BNC, on complexifie énormément la tâche administrative du contribuable. Ça veut dire qu'en plus de sa déclaration fiscale liée à sa SEL, il doit désormais faire une déclaration bénéfice non commercial. Ça veut dire que c'est loin de simplifier sa vie. Ça va lui coûter un peu plus cher, puisqu'il faudra bien payer le comptable pour faire ça. Ça provoque des risques d'erreur. Ça génère euh, peut-être sans doute l'ouverture de comptes bancaires. Donc en fait, on multiplie les frais qui ne sont pas toujours visibles, ce sont des frais administratifs pour le contribuable et des frais pour l'administration qui devra gérer ça. Si on imagine qu'il y a 10 000 pharmaciens associés en SEL, ça veut dire 10 000 déclarations en plus de manière parfaitement inutile. Et on est quand même très 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 loin du choc de simplification. Au passage, et c'est le fait de ce changement de catégorie, de passer de la catégorie euh, rémunération à une catégorie bénéfice non commercial, bah, les pharmaciens concernés qui exercent en SEL ne bénéficieront plus pour le calcul de leur impôt sur le revenu de l'abattement de 10%. Quand vous déclarez votre rémunération comme un salarié, comme un gérant de SRL, comme un président de SAS, votre rémunération dans la catégorie des traitements et salaires, vous avez le droit à un abattement de 10% pour frais professionnels. Si vous êtes dans la catégorie BNC, cet abattement de 10% est sucré, ce qui est véritablement, pour moi, totalement injuste. Et donc, par rapport à la loi, ça me laisse un peu rêveur et ça rajoute un coût qui me paraît tout à fait anormal. On a toujours des bonnes volontés gouvernementales depuis toujours. On a eu le choc de simplification, on a eu 50 mesures récemment qui visent légitimement à simplifier la vie des entreprises. Bon. Et ça, politiquement, c'est vraiment ancré dans l'esprit des gens. Mais en contrepartie,
Et il se passe des choses, manifestement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été simplifiées, si on regarde les 30 dernières années, quand on parle de la taxe professionnelle, de certaines charges administratives, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'un point de vue législatif et les gouvernements successifs ont fait le travail. Mais en contrepartie, la complexité que peuvent recevoir, que peuvent subir, entre guillemets, les entreprises, viennent pas forcément des gouvernements, mais plus de l'administration. Quand il y a un contentieux, un différend, à ce moment-là, l'administration sort des directives, sort des intentions, sur le plan fiscal, le BOFIP, le bulletin officiel des impôts, prend la main et dit, voilà, préconise pas en fait, il est assez directif, préconise une nouvelle forme d'organisation, et quelquefois c'est assez dramatique. On n'est pas sur le plan législatif, on est sur le plan administratif, et elle ne mesure pas toujours, en prenant le pouvoir, c'est quelquefois même léonin pour moi, elle ne mesure pas toujours que ces dispositions n'atteignent pas du tout les objectifs qu'elles s'assignent, pardon, et qu'elles sont catastrophiques sur la mise en œuvre de nouvelles contraintes législatives, et sont même quelquefois vont à contre-courant de l'intérêt de l'entreprise et de l'intérêt de l'administration, tout simplement. C'est que le sigle SEL, donc EERL, cellule, SARL, c'est l'ARL. Le sigle SEL est indispensable si on veut ouvrir le capital à une holding, une SPFPL, si on veut ouvrir le capital à un investisseur, un autre pharmacien, ou si on veut que ma propre SEL participe au capital d'une autre SEL. Donc, quelquefois, je n'ai pas tellement le choix. C'est-à-dire que si je mets en place une SPFPL, une holding en pharmacie pour acheter une autre société, eh ben, cette autre société ne peut pas garder cette forme SARL ou ERL. Elle devra se transformer en SEL, en CELAS, en CELARL. Si cette société que je gère a des participations dans une autre société, ça doit forcément être une SEL. Donc, quand je suis installé ou si je suis en passe de m'installer, si dans mon capital, le capital est ouvert, ou si je à une SPFP, un investisseur, ou si j'ai envie d'investir par le biais de ma SEL, de ma société, je dois constituer une SEL. Donc, je n'ai pas toujours le choix. Maintenant, si je suis en passe de m'installer, que je vais être tout seul au fond, ou associé, deux associés titulaires, co-titulaire, gérant d'une société qui va exploiter une pharmacie, donc pas de SPFPL au-dessus, pas de participation ailleurs, pas d'ouverture du capital à des associés pharmaciens extérieurs. Dans ce cas-là, je peux retenir la forme EERL ou la forme SARL. Et c'est ce qu'on va faire. Pour moi, un jeune qui s'installe aujourd'hui tout seul, ou deux pharmaciens qui s'installent aujourd'hui à deux co-titulaires, ou un pharmacien en CELARL tout seul, ou en cellule tout seul, ou en CELARL tout seul, ou voire en CELAS tout seul, je vais les transformer en ERL ou en SARL, juste pour avoir l'abattement de 10%. Alors certains avocats vous diront, bah, ça vaut peut-être pas tellement le coup, parce qu'il y a des inconvénients, et la transformation coûte un peu d'argent, des frais juridiques, mais quand on voit l'impact fiscal, tout simplement, l'investissement est vite rempli, puisqu'on sait que, par exemple, sur une rémunération de 60 000 euros, l'abattement de 10%, c'est 6 000, et si vous êtes à la tranche à 40%, bah, vous gagnez tous les ans 40% de 6 000 euros. Ça représente, à titre personnel, ça peut être une somme relativement importante. Et donc, voilà ce que je préconise sur une approche microéconomique pour les clients si cette mesure devait perdurer. L'administration fiscale, c'est quand même une administration qui a des vraies compétences et qui est de bon niveau. Et leur expliquer aujourd'hui qu'on a fait fausse route, c'est remettre en cause un travail de fond qui a pu être fait de leur côté. Donc, ce n'est pas forcément facile de reconnaître qu'ils ont pu se fourvoyer. Et pourtant, moi, je suis intimement persuadé, si on pouvait interroger des professionnels qui sont sur le microéconomique pour des sujets pharmaceutiques, hein,
pour des sujets fiscaux, des sujets d'organisation, ce serait vraiment du bon sens d'expliquer qu'on s'est fourvoyé et que cette mesure, bah, il faut la supprimer purement et simplement, parce que là, pour le coup, on simplifie les choses et surtout, on est égal, chaque contribuable sera égal devant la loi et c'est juste de la justice entre professionnels. Voilà ce que j'appelle de mes voeux. Je ne suis pas certain qu'ils le feront. Et en fait, si vous avez quelque part perdu au fin fond de la France un chirurgien dentiste ou un pharmacien qui fait n'importe quoi et qui est redressé euh, d'un point de vue fiscal, à juste titre d'ailleurs, c'est pas pour autant qu'il faut sortir des textes ou des recommandations qui doivent être suivies parce qu'on n'a pas le choix, qui n'ont au fond, qui n'intéressent personne. Voilà mon point de vue.